Mes parents m'ont appelé leur plan de secours pendant 30 ans, jusqu'à ce qu'ils aient besoin d'une infirmière à 78 ans. Je m'appelle Tori Young. J'ai 52 ans. Il y a 3 semaines, mon père de 78 ans m'a appelé en pleurant. C'était la première fois que je l'entendais pleurer de toute ma vie, et il me suppliait de venir l'aider, parce que la famille est de la famille. Pendant 30 ans, j'ai été la fille invisible, celle qui ne méritait pas de fonds d'études, celle qui a regardé sa sœur, Victoria, tout recevoir, l'apport pour l'achat d'une maison, la voiture de luxe, le mariage de rêve, et les prêts d'urgence interminables. Mes parents l'appelaient leur réussite. Moi, ils m'appelaient juste Tori. Mais, quand ils ont tous les deux eu besoin de soins à temps plein, quand les médecins ont dit qu'ils ne pouvaient plus vivre seuls, ils n'ont pas appelé leur enfant chéri. Ils m'ont appelé, moi. J'ai posé une seule question à mon père, as-tu essayé d'appeler ta fille qui a si bien réussi? Le silence a duré 47 secondes. Ce que j'ai découvert pendant ces 47 secondes, et ce qui s'est passé lors de la réunion de famille qui a suivi, a changé tout ce que je croyais savoir sur ma famille, sur ma sœur, et sur moi-même. Avant de vous raconter la suite, si vous vous êtes déjà senti invisible dans votre propre famille, LPKCHBN, sur ma sœur, et sur moi-même. Avant de vous raconter la suite, si vous vous êtes déjà senti invisible, dans votre propre famille, s'il vous plaît, prenez un moment pour aimer la vidéo et vous abonner, mais seulement si cette histoire résonne vraiment en vous. Laissez un commentaire, et dites-moi d'où vous regardez cette vidéo, et quelle heure il est chez vous. Maintenant, laissez-moi vous ramener là où tout a commencé. L'été 1989 était censé être passionnant. J'avais 15 ans, Victoria en avait 18, et notre maison bourdonnait de préparatifs, en vue de son départ pour l'université. Mes parents ont organisé une fête, et pas n'importe quelle fête, une célébration de départ avec 40 invités, un traiteur, et une banderole sur laquelle on pouvait lire « Félicitations Victoria, futur chef d'entreprise ». J'ai passé cette soirée-là à porter des plateaux de hors-d'œuvre, à remplir les verres, et à débarrasser les assiettes. Ma mère m'avait tendu un tablier ce matin-là, et m'avait dit « Rends-toi utile, chérie. C'est le grand jour de ta sœur. » Je ne me suis pas assise à la table principale. J'ai mangé debout, dans la cuisine, entre 2 allers-retours vers la salle à manger. Mon père a prononcé un discours. Sa voix s'est brisée d'émotion et de fierté, lorsqu'il a annoncé qu'il donnait 40 000 € à Victoria, pour ses 4 années d'université. Les invités ont applaudi. Victoria a pleuré des larmes de joie. Ma mère rayonnait. Personne ne m'a regardé. Plus tard dans la nuit, après le départ des invités et après avoir fini la vaisselle, j'ai trouvé mon père dans son bureau. « Papa, qu'en est-il de mon fonds d'études ?» Il n'a pas levé les yeux de ses papiers. « On verra, Tori. Tout le monde n'est pas fait pour l'université. Tu es plus pratique. » 3 ans plus tard, quand j'ai voulu m'inscrire à l'école d'infirmière, j'en ai reparlé. « Nous avons déjà dépensé ton fonds d'études pour ta sœur, » a dit ma mère doucement, en me tapotant la main. « Mais l'école d'infirmière est moins chère de toute façon. Tu te débrouilleras. » Et je me suis débrouillé. J'ai cumulé 2 emplois pendant 3 ans, travaillant comme serveuse le soir, et classant des dossiers dans un cabinet médical le jour, pour payer moi-même mes études d'infirmière. Victoria a obtenu son diplôme de commerce sans aucune dette, avec une voiture que nos parents lui ont achetée, en guise de cadeau de fin d'études. Je ne savais pas, à l'époque, que ces mots « nous avons déjà dépensé ton fonds d'études » n'étaient que le début d'un schéma répétitif, qui allait durer 3 décennies. Le mariage a eu lieu en juin 1998. Victoria a épousé Robert Ashford, un jeune avocat avec une poignée de main ferme, et un sourire confiant. Elle disait de lui qu'il était son ticket d'entrée, pour la vie qu'elle méritait. Mes parents ont dépensé 85 000 € pour ce mariage. Je le sais, parce que ma mère l'a mentionné au moins une douzaine de fois, toujours avec fierté, et jamais avec hésitation. Une fille ne se marie qu'une fois, disait-elle. Nous voulons que ce soit parfait. J'étais demoiselle d'honneur. J'ai payé 400 € pour une robe que je ne porterai plus jamais. Quand j'ai demandé si les frais du cortège nuptial pouvaient être couverts, Victoria a ri. Tori, ce n'est pas si cher. Mets ça sur une carte de crédit. 3 ans plus tard, Marcus m'a demandé en mariage. Il était électricien. Un travail stable. Des mains calleuses. Des yeux doux. Mes parents nous ont donné 2 000 €. Tu comprends, a dit mon père,
en faisant glisser le chèque sur la table. Marcus semble être un homme pratique. Il n'aura pas besoin d'un grand mariage. Pratique. Encore ce mot. Ma mère n'est pas venue à l'essayage de ma robe, car elle était occupée ce jour-là, à aider Victoria à emménager dans sa nouvelle maison, celle pour laquelle mes parents avaient versé un acompte de 50 000 €. C'est un investissement pour son avenir, a expliqué mon père, quand j'ai demandé pourquoi Victoria avait besoin d'aide pour acheter une maison, alors que Robert était avocat. Ils ne font que commencer. Cette maison se trouvait à 3 pâtés de maison, du petit appartement d'une chambre que Marcus et moi louions. À mon petit mariage, avec 60 invités, une cérémonie dans le jardin, et une réception participative, j'ai regardé mon père danser avec Victoria, pendant que ma mère s'inquiétait de savoir si les chaussures de Victoria étaient confortables. Je me suis dit que ce n'était pas grave, je me suis dit que je n'avais pas besoin de leur argent, mais ce dont j'avais vraiment besoin, ce dont j'avais désespérément besoin, c'était qu'ils me voient. Je ne comprendrais à quel point ils étaient aveugles, qu'au moment de cet appel téléphonique, survenu 23 ans plus tard. Le téléphone a sonné à 2h17 du matin, un mardi. Je connais l'heure exacte, parce que j'ai fixé l'écran pendant 3 longues secondes, avant de répondre. Le nom de mon père brillait dans l'obscurité. Il ne m'avait pas appelé depuis 6 mois. Papa. Le son qui est sorti du haut-parleur a arrêté mon cœur. Mon père pleurait. Pas juste pleurer. Il sanglotait. Il haletait. Le genre de son brut et brisé, que je n'avais jamais entendu de sa part en 52 ans de vie. Tori, c'est ta mère. Elle est tombée. Dans la salle de bain. J'ai entendu le fracas et, sa voix s'est brisée. Je n'arrive pas à la soulever. Je ne sais pas quoi faire. Il y a du sang. J'étais déjà sorti du lit, en train d'enfiler mes vêtements. Papa, écoute-moi. Appelle le 911 tout de suite, je suis en route. L'hôpital était à 20 minutes de chez moi. J'y suis arrivé en 12. Quand je suis arrivé, ma mère était déjà en salle d'opération. Une fracture de la hanche, une fracture grave, le genre de blessure qui change tout, pour quelqu'un de son âge. Mon père était affalé sur une chaise en plastique, paraissant plus petit que je ne l'avais jamais vu. Monsieur Young. Un médecin s'est approché de nous. Le docteur Morrison, d'après son badge. L'opération de votre femme prendra plusieurs heures, mais je dois discuter de quelque chose avec vous. Il a expliqué les choses avec précaution. Ma mère aurait besoin d'une rééducation intensive, 3 mois minimum, et mon père, a-t-il fait une pause, en jetant un coup d'œil à ses notes, avait montré des signes inquiétants lors de l'évaluation d'admission. Confusion, désorientation, premiers indicateurs d'un déclin cognitif. Ils ne peuvent plus continuer à vivre de façon indépendante, a déclaré le docteur Morrison. Vous devrez prendre des dispositions, pour des soins à temps plein. Mon père m'a regardé avec des yeux désespérés. J'avais passé 15 ans comme infirmière en gériatrie. Je savais exactement ce que signifiaient des soins à temps plein. Je connaissais les établissements, les coûts, et la lente érosion des économies, qui accompagnent le vieillissement. Ce que je ne savais pas encore, c'était qui, dans ma famille, était censé s'occuper de tout ça. Le lendemain après-midi, j'ai trouvé mon père assis, à côté du lit d'hôpital de ma mère. Elle était encore étourdie par l'opération, dérivant entre le sommeil et l'éveil. Il avait l'air d'avoir vieilli de 10 ans, en une seule nuit. Tori. Il m'a fait signe de m'asseoir. Nous devons parler de ce qui va se passer maintenant. Je me suis assise. J'ai attendu. Ta mère et moi, nous allons avoir besoin d'aide. D'une vraie aide. Il s'est frotté le visage à 2 mains. Quelqu'un pour être là. Pour gérer les médicaments. Pour s'assurer que nous sommes en sécurité. Je comprends, papa. Tu es infirmière. C'est ce que tu fais. Il m'a regardé avec une expression, que je n'arrivais pas vraiment à déchiffrer. La famille est de la famille, Tori. Les mots sont restés suspendus dans l'air, entre nous. As-tu appelé Victoria? Le silence. 1 seconde. 5 secondes. 10. 47 secondes. J'ai compté. Ta sœur est occupée, a-t-il fini par dire. Elle a ses propres problèmes. Quel problème? Il n'a pas répondu. Au lieu de cela, il a bougé sur sa chaise,
et a dit quelque chose qui a coupé plus profondément que n'importe quel silence. Tu as toujours été celle sur qui on pouvait compter, Tori. Celle qui ne se plaint pas, Victoria, elle est. Il a fait une pause. Elle est plus fragile. Elle ne supporterait pas bien tout ça. Fragile. La femme qui avait exigé un mariage à 85 000 € était fragile. La femme qui avait reçu un acompte pour une maison était fragile. Mais moi? J'étais fiable. J'ai pensé aux 2 emplois que j'avais cumulés pendant mes études d'infirmière, à la robe de demoiselle d'honneur à 400 €, et aux décennies passées à observer de l'extérieur. Papa, qu'est-ce que tu me demandes de faire, exactement? Il a énuméré les choses, sans aucune hésitation. Coordonner leurs soins, gérer leurs médicaments, prendre les décisions médicales, rendre visite régulièrement, être disponible. Et Victoria? Elle aidera, quand elle le pourra. En 30 ans, c'était la première fois que mon père m'appelait quelqu'un de fiable. Cela ressemblait moins à un compliment, qu'à une confession, l'aveu qu'ils avaient toujours su sur qui ils pouvaient compter. Ils ont juste toujours pensé que je ne valais pas la peine qu'on investisse en moi. Cette nuit-là, je me suis assise à la table de la cuisine avec Marcus. La maison était silencieuse, à l'exception du bourdonnement du réfrigérateur, et du poids de tout ce qui restait non dit. « Qu'est-ce que Victoria a dit ?» a demandé Marcus. Papa ne l'a pas appelé. Marcus a posé sa tasse de café. Il n'avait pas l'air surpris. Bien sûr que non. J'ai sorti un bloc-notes, et j'ai commencé à écrire des chiffres. C'est ce que je fais quand je suis dépassé. Réduire le chaos à des calculs. S'occuper d'eux à temps plein signifiait quitter mon emploi, ou réduire considérablement mes heures. C'était 65 000 € par an, perdus. Les soins professionnels à domicile coûtaient entre 8 000 € et 12 000 € par mois. Les résidences avec service n'étaient pas beaucoup moins chères. Leurs économies, a demandé Marcus. Peut-être assez pour 18 mois, ou 2 ans si nous faisons attention. Et si Victoria n'aide pas? Je n'ai pas répondu. Je n'en avais pas besoin. Marcus a tendu la main par-dessus la table, et a pris la mienne. Ses paumes étaient rugueuses, à cause d'années de travail électrique, mais sa poigne était douce. Tu as dit oui, à des gens qui ne te voient jamais, a-t-il dit doucement. Il est peut-être temps de leur demander pourquoi. J'ai pensé à chaque oui que j'avais donné, au cours des 30 dernières années. Oui, pour travailler seul pendant mes études d'infirmière. Oui, à un petit mariage, parce que nous étions pratiques. Oui, pour être ignoré à chaque fête, à chaque étape importante, à chaque réunion de famille où Victoria était sous les projecteurs. Et si je dis oui encore une fois, ai-je chuchoté. Et si je fais juste ce qu'ils attendent de moi? Alors, rien ne changera. Marcus a serré ma main. Tu disparaîtras un peu plus chaque jour, et ils ne s'en rendront même pas compte. Il ne m'a pas dit quoi faire. Il ne l'a jamais fait. Il a juste tenu ma main et a dit, quoi que tu décides, je suis là. Mais tu mérites d'être plus que leur simple plan de secours. Le lendemain matin, j'ai fait quelque chose que je n'avais jamais fait en 30 ans. J'ai appelé Victoria moi-même. Elle a répondu à la 6e sonnerie. Sa voix était empâtée par le sommeil, même s'il était 9 h du matin. Allô? Victoria, c'est Tori. Une pause. Un bâillement. Quelle heure est-il? 9 h. Maman est tombée. Elle est à l'hôpital. Quoi? Soudain, elle semblait plus alerte. Quand est-ce arrivé? Il y a 2 jours. 2 jours? Pourquoi personne ne m'a appelé? Papa a dit que tu étais occupé. Le silence s'est étiré entre nous. J'ai entendu des bruissements, des draps peut-être, une porte qui se ferme. Je suis occupé, Tori. J'ai des choses en cours. Maman doit être opérée. Elle s'est cassé la hanche. Papa montre des signes de déclin cognitif. Ils ont besoin de soins à temps plein maintenant. Alors, qu'est-ce que tu veux que je fasse à ce sujet? La question m'a frappé comme de l'eau glacée. Aider, partager la responsabilité. Elle a soupiré, longuement et lourdement. Tu sais que je ne suis pas doué pour ces choses-là. Quelles choses? Prendre soin de nos parents? Les choses médicales. L'organisation. C'est ton monde,
Tori. Ça ne doit pas forcément être seulement mon monde. Écoute, sa voix s'est durcie. Tu es l'infirmière. C'est littéralement ton travail. Tu sais comment gérer les personnes âgées. Les personnes âgées, nos parents. Victoria, ils ont aussi besoin d'argent. Les établissements de soins coûtent des milliers d'euros chaque mois. Je n'ai pas d'argent en ce moment. Tu as la maison, celle que maman et papa ont achetée pour toi. Un silence de mort. Victoria, je n'ai plus cette maison. Comment ça? Je l'ai vendue. Il y a 3 ans, après le divorce. J'ai senti le sol se dérober sous mes pieds. La maison pour laquelle mes parents s'étaient sacrifiés avec 50 000 euros, pour lui garantir un toit. Disparu. Et l'argent de la vente? Ce ne sont pas tes affaires, Tori. En 15 ans en tant qu'infirmière, personne n'avait jamais fait en sorte que ma profession paraisse aussi insignifiante. Mais ce n'était pas le rejet qui faisait le plus mal. C'était la certitude absolue dans sa voix, que c'était mon problème, à moi de le résoudre. Victoria, j'ai besoin que tu m'expliques ça. Expliquer quoi? Mes finances, à toi. Si tu ne peux pas contribuer, j'ai besoin de comprendre pourquoi. Un autre long soupir. J'ai entendu quelque chose en arrière-plan. Une voix d'homme, étouffée. Elle a couvert le téléphone, a parlé à quelqu'un, puis est revenue. Très bien. Tu veux la vérité? Je me noie, d'accord? Tu te noies comment? Les cartes de crédit, les dépenses de la vie quotidienne. Robert m'a dépouillé lors du divorce. J'ai dû vendre la maison, juste pour survivre. Combien de dettes? Elle a ri, un rire amer et tranchant. 89 000 euros. Je me suis assise. Durement. 89 000. Ne me juge pas, Tori. Je ne juge pas. J'essaie de comprendre. Non, tu fais ce que tu fais toujours, me regarder de haut, du haut de ta petite vie parfaite. La regarder de haut. Ces mots n'avaient aucun sens. J'avais passé 30 ans à lever les yeux vers Victoria. Celle qui réussissait, l'enfant prodige, la fille en qui il valait la peine d'investir. Ma petite vie parfaite? J'ai gardé une voix stable. J'ai travaillé avec 2 emplois, pour payer mes études d'infirmière. Mais toi, tu n'as pas eu à être à la hauteur de quoi que ce soit. Parce qu'ils n'ont jamais rien attendu de moi. Exactement. Elle semblait presque triomphante. Pas d'attente, pas de déception. Tu as juste pu être. Toi. Moi, j'ai dû être tout pour eux. Victoria, notre mère est allongée dans un lit d'hôpital, en ce moment même. Et tu vas t'en occuper. Tu le fais toujours. Ce n'est pas juste. Juste? Elle a ri de nouveau, mais cette fois, sa voix s'est brisée sur les bords. Depuis quand, est-ce que quoi que ce soit dans cette famille a été juste? L'espace d'un instant, j'ai entendu quelque chose sous sa défensive, quelque chose qui ressemblait presque à de la douleur, mais avant que je puisse répondre, elle m'a coupé. J'essaierai de rendre visite quand je pourrai, mais ne t'attends pas à ce que je revienne m'installer ici, ou que je fasse des chèques que je ne peux pas encaisser. La ligne a été coupée. J'ai fixé mon téléphone, la regardant de haut. Les mots résonnaient. Et j'ai réalisé que Victoria n'était pas celle qui avait réussi. Elle était celle qui avait appris à échouer, sans subir de conséquences. Je l'ai rappelé. Elle n'a pas répondu la première fois, ni la deuxième. À la 3e tentative, elle a décroché, avec un gémissement d'épuisement. Quoi encore, Tori? Nous n'avions pas fini. Je pense que si. Non, tu as dit que je te regardais de haut. J'ai besoin de comprendre ça. Je n'ai pas le temps, pour une thérapie avec ma petite sœur. Victoria, pendant 30 ans tu as tout eu. L'argent, l'attention, la maison, la voiture, le mariage. Et d'une certaine façon, tu t'es convaincu que c'était moi, qui avais la vie facile? C'est le cas. Sa voix était plate. Certaine. Tu as épousé Marcus. Un travail simple, une vie simple, personne pour te surveiller, personne pour attendre de toi que tu sois extraordinaire. J'attendais de moi-même que je sois extraordinaire. Je n'avais juste pas besoin d'un public. C'est facile à dire quand. Quand quoi?
Quand je paie ma propre hypothèque? Quand j'ai des économies pour la retraite? Quand je ne suis pas endetté de 89 000 euros? Le silence. C'était cruel, Tori. C'était la vérité. Encore un silence. Je pouvais l'entendre respirer, d'une respiration saccadée et inégale. Tu veux que je te dise que je suis désolé, a-t-elle fini par demander. Pour avoir pris ce qu'il m'offrait? Pour avoir été la fille à qui il voulait tout donner? Je veux que tu sois présente. Pour une fois dans ta vie, je veux que tu prennes tes responsabilités. Je ne peux pas réparer ça. Je ne te demande pas de le réparer. Je te demande d'aider. C'est la même chose. Non, ça ne l'est pas. Elle est restée silencieuse, pendant un long moment. Quand elle a repris la parole, sa voix était plus petite. Presque enfantine. Je ne sais pas comment être ce dont tout le monde a besoin, Tori. Alors, apprends. Nous avons tous dû le faire. L'appel s'est terminé. Cette fois, c'est moi qui ai raccroché. Je me suis assise dans ma cuisine, le téléphone à la main, et j'ai pris une décision. J'aiderai mes parents, mais pas de la manière dont ils s'y attendaient. Ce que Victoria ne savait pas, ce qu'aucun d'eux ne savait encore, c'était que sa situation financière n'était pas la seule vérité sur le point de devenir publique. Le lendemain matin, j'ai conduit jusqu'à la maison de mes parents, pour rassembler quelques affaires pour l'hôpital, des vêtements pour mon père, les lunettes de lecture de ma mère, et ses papiers d'assurance. Leur maison sentait la poussière et le vieux café. De la vaisselle traînait dans l'évier. Le courrier s'entassait près de la porte. Sans les routines quotidiennes de ma mère, l'endroit avait commencé à se dégrader. J'ai trouvé les documents d'assurance dans le bureau de mon père, classés dans un meuble en métal cabossé, qu'il avait depuis que j'étais enfant. Mais, alors que je fouillais dans les dossiers, mes doigts ont touché quelque chose d'inattendu. Un carnet. Une couverture en cuir usé. L'écriture de ma mère, sur la première page. Registres familiaux. Je n'aurais pas dû l'ouvrir. C'était comme une violation de domicile. Mais quelque chose m'a poussé à tourner la première page. Des dates. Des noms. Des montants en euros. Ma mère tenait des registres méticuleux, depuis 1985. Victoria. Frais de scolarité, 40 000 euros. Victoria. Voiture de remise des diplômes, 12 000 euros. Victoria. Mariage, 85 000 euros. Victoria. Acompte pour la maison, 50 000 euros. La liste s'allongeait. Page après page. Cadeau d'anniversaire. Prêt d'urgence qui n'avait jamais été remboursé. Des vacances en Europe. Une nouvelle garde-robe, pour un entretien d'embauche. Des soins dentaires. Des paiements de carte de crédit. J'ai tourné jusqu'à ma section. Tori. Cadeau de mariage. Cadeau. 2000 euros. Tori. Baby shower. 300 euros. Tori. Appareil de cuisine. Noël 1998. 400 euros. 4 pages pour Victoria. Une demi-page pour moi. J'ai fait le calcul dans ma tête, puis je l'ai revérifié. Les chiffres ne pouvaient pas être justes, mais ils l'étaient. La dernière entrée était datée d'il y a 3 mois, avec l'écriture tremblante de ma mère. Victoria a appelé. A besoin de 15 000 euros. Urgence. Harold dit, plus jamais. Je ne sais pas quoi faire. 15 000 euros de plus. Après tout ça. J'ai photographié chaque page avec mon téléphone. Mes mains tremblaient, mais mon esprit était clair. Ma mère avait suivi chaque centime, pendant 40 ans. Elle savait exactement ce qu'ils avaient donné, et à qui. La seule question était de savoir, si elle s'était jamais permis de voir ce que ces chiffres signifiaient vraiment. J'ai continué à chercher. Derrière le dossier d'assurance, j'ai trouvé leur relevé financier, leur dossier bancaire, leur compte d'investissement, bref, l'architecture de la retraite de mes parents. Ce que j'ai découvert a noué mon estomac. Leur compte d'épargne contenait 127 000 euros. Cela semblait être beaucoup, jusqu'à ce que je calcule ce que coûtaient réellement des soins à temps plein. J'ai sorti d'autres papiers. Des relevés de retrait remontant à 10 ans.
Tous les quelques mois, un autre gros morceau disparaissait. 5 000 par-ci. 10 000 par-là. 20 000 en un seul coup dévastateur. Le schéma était clair. Au cours de la dernière décennie, mes parents avaient retiré plus de 200 000 euros. Presque tout était allé à Victoria. De l'argent pour le divorce. De l'argent pour prendre un nouveau départ. De l'argent qui était maintenant enterré, sous 89 000 euros de dette de carte de crédit. Leur assurance vie était minimale. Leur assurance dépendance, elle, était inexistante. Medicare couvrirait les séjours à l'hôpital, mais pas la résidence assistée, ni les soins à domicile. J'ai appelé Diane Reeves, une collègue qui gérait un établissement de soins de la mémoire, au centre-ville. Elle travaillait dans les soins gériatriques, depuis encore plus longtemps que moi. Leurs finances, a-t-elle demandé, après que je lui ai expliqué la situation. Peut-être 130 000 euros au total. Elle est restée silencieuse pendant un moment. Avec leur niveau de besoin, cela leur donne peut-être 18 mois, dans un établissement décent. 2 ans, si vous étirez le budget. Après cela, vous devrez vous tourner vers les demandes Medicaid. L'épuisement des actifs. Ça devient compliqué. Qu'en est-il de la contribution familiale? Ça aide. Mais Tori. Elle a fait une pause. L'hôpital va vouloir organiser une réunion de famille, avant leur sortie. C'est la procédure standard, pour des cas comme celui-ci. Une réunion de famille. Où tout leurs finances, leurs projets, leurs attentes devra être exposées, devant tout le monde. Tori. La voix de Diane s'est adoucie. Ça va devenir très moche. Assure-toi de te protéger. Je l'ai remercié et j'ai raccroché. Ensuite, je me suis assise dans le bureau poussiéreux de mes parents, entouré par 40 ans d'amour inégal, écrit avec l'écriture soigneuse de ma mère, et j'ai commencé à planifier. Ce soir-là, j'ai tout étalé sur la table de notre cuisine. Les relevés bancaires, le carnet, et mon téléphone rempli de photos. Marcus a tout regardé sans parler. « Qu'est-ce que tu vas faire de tout ça ?» a-t-il fini par demander. Je ne sais pas encore, mais je n'avance plus à l'aveuglette, désormais. Tori. Il a pris l'une des photos. La page de Victoria, celle avec le total cumulé. C'est 342 000 euros. Sur 40 ans. Il l'a reposée. Et toi? 7 400 euros. Aucun de nous n'a parlé. Les chiffres disaient tout. J'ai passé l'heure suivante à scanner les pages les plus importantes, créant ainsi des sauvegardes numériques. Ensuite, j'ai appelé Thomas Bradley, un avocat spécialisé dans les soins aux personnes âgées, que Marcus avait connu sur un chantier, il y a des années. Les réunions de famille dans les hôpitaux sont la norme, a expliqué Thomas. Elles sont destinées à clarifier les responsabilités, avant la sortie. Rien de ce que vous dites là-bas, n'est juridiquement contraignant. Peuvent-ils forcer Victoria à contribuer? Légalement, non. Les enfants adultes ne sont pas obligés de payer pour les soins de leurs parents, à moins qu'ils n'aient signé quelque chose. Mais socialement, moralement. Il a fait une pause. C'est une autre histoire. Qu'est-ce que vous voulez dire? Les hôpitaux documentent ces réunions. Les travailleurs sociaux prennent des notes. Si un membre de la famille fait des promesses, et ne les tient pas, cela est consigné dans le dossier. Cela peut affecter la façon dont les établissements perçoivent la famille, et la façon dont les plans de paiement sont structurés. Donc, ça compte. Ça compte beaucoup. Je l'ai remercié et j'ai raccroché. La réunion de famille était prévue pour jeudi, dans 4 jours. Il me restait un dernier appel à passer. Le téléphone de Victoria a sonné 5 fois, avant de passer sur la messagerie vocale. J'ai laissé un message, en gardant une voix égale. Victoria, il y a une réunion de famille à l'hôpital jeudi, à 10 h. Tu dois y être, même si c'est par appel vidéo. J'ai fait une pause. Ne m'oblige pas à t'expliquer pourquoi. Je ne préparais pas une vengeance. Je ne préparais pas une confrontation. Je préparais de la clarté. Après 30 ans, je voulais simplement que tout le monde voie la vérité. Maintenant, avant de vous dire ce qui s'est passé lors de cette réunion de famille, je suis curieuse de savoir quelque chose. Si vous étiez à ma place, auriez-vous partagé ce que vous avez trouvé dans ce carnet, ou l'auriez-vous gardé pour vous?
Tapez partagez ou silence dans les commentaires. Je veux vraiment le savoir. Et si vous êtes toujours avec moi, s'il vous plaît, donnez un petit pouce bleu à cette vidéo. Cela aide plus de personnes à découvrir ces histoires. Bon, revenons à ce qui s'est passé ensuite. Jeudi matin, 10 h. La salle de conférence familiale de l'hôpital. L'espace était agressivement neutre, des murs beiges, des lumières fluorescentes, une longue table rectangulaire avec des chaises inconfortables, et un grand écran de télévision fixé au mur, pour les appels vidéo. Le genre de pièce où les décisions difficiles sont prises, sous un éclairage cru. Marcus était assis à côté de moi, sa main reposant près de la mienne sur la table. Il avait pris sa journée de congé, sans que je le lui demande. Mon père est arrivé, en poussant ma mère dans un fauteuil roulant. Elle paraissait plus petite que dans mes souvenirs, fragile dans sa blouse d'hôpital, mais ses yeux étaient alertes, plus alertes qu'ils ne l'avaient été depuis des jours. Le docteur Morrison est entré, avec un dossier épais rempli de papiers. Derrière lui se trouvait Rachel Smith, l'assistante sociale de l'hôpital, une femme posée, dans la quarantaine, avec des yeux bienveillants et un porte-bloc. « Nous attendons juste une personne de plus », a déclaré Rachel, en jetant un coup d'œil à l'écran. La télévision s'est animée. Victoria est apparue, parfaitement maquillée, assise dans ce qui ressemblait à un salon élégant, des murs couleur crème, et des fleurs fraîches sur une petite table. Son nouveau mari, Brandon, planait en arrière-plan. « Est-ce que tout le monde m'entend ?» a demandé Victoria, en ajustant l'angle de sa caméra. « Fort et clair », a confirmé Rachel. Deux autres visages ont rejoint l'appel, ma tante Linda, la sœur cadette de mon père, et tante Margaret, du côté de ma mère. Toutes deux dans la soixantaine, regardant depuis leurs maisons respectives, à l'autre bout du pays. « Merci à tous d'être présents », a commencé Rachel. Le but de cette réunion est de développer un plan de sortie pour aimer Madame Young. Le docteur Morrison a passé en revue les faits médicaux. L'opération de la hanche de ma mère, le calendrier de rééducation, et l'évaluation cognitive de mon père. Ils ne peuvent plus vivre de manière indépendante, a-t-il conclu. Ils auront besoin d'un soutien quotidien et constant. À l'écran, Victoria a vérifié son téléphone. 2 fois. Rachel s'est tournée vers la salle. Nous devons décider en famille, qui sera responsable de quoi, financièrement et sur le plan pratique. L'atmosphère de la pièce a changé. J'ai senti la main de Marcus frôler la mienne. Ça commençait. Rachel a regardé autour de la pièce, puis vers l'écran. Commençons par écouter tout le monde. Quelles ressources et quel soutien chaque membre de la famille peut-il apporter? Victoria est intervenue, avant que quiconque ne puisse parler. Je veux être très transparente, ici. Elle s'est penchée vers sa caméra, l'expression sincère. Brandon et moi traversons une période difficile financièrement. Nous nous sommes mariés il y a seulement 6 mois, et nous sommes encore en train de nous reconstruire, après mon divorce. Tante Linda a hoché la tête avec compassion, de son côté de l'appel vidéo. Nous comprenons, ma chérie. Ces choses-là prennent du temps. Ça a été tellement dur, a continué Victoria, de tout recommencer à mon âge. J'aimerais pouvoir faire plus, mais... Rachel s'est tournée vers moi. Et qu'en est-il de vous, Madame Young? Avant que je puisse répondre, Victoria m'a encore coupé. Oh, Tori peut s'en charger. Elle l'a dit comme si c'était évident, comme si c'était déjà décidé. Elle est infirmière. Elle a l'habitude de ce genre de choses. J'ai senti mon père hocher la tête, à côté de moi. C'est vrai. Tori a de l'expérience avec. En plus, a ajouté Victoria, elle n'a pas les mêmes pressions que moi. Son style de vie est plus. Elle n'a pas les mêmes pressions que moi. Son style de vie est plus gérable. Les yeux de ma mère ont cligné vers moi, puis se sont détournés. Tante Margaret s'est raclé la gorge. C'est vrai que c'est logique, quand on y pense. Tori a les compétences. Exactement, a dit Victoria. Je veux dire, j'aiderais, vraiment je le ferais. Mais vous savez comment je suis, a-t-elle lâché avec un rire d'autodérision. Je ne ferais probablement qu'empirer les choses. Tori a toujours été si douée, pour s'occuper des choses ingrates. Les choses ingrates. 30 ans d'invisibilité, réduit à 4 mots. J'ai regardé ma mère. Ses mains étaient croisées sur ses genoux.
Elle ne voulait pas croiser mon regard. Elle n'allait pas me défendre. Elle ne l'avait jamais fait. Le genou de Marcus s'est pressé contre le mien, sous la table. Une question silencieuse. Es-tu prête? J'ai pris une grande inspiration. Avant de décider qui donne quoi à l'avenir, ai-je dit, pouvons-nous parler de ce qui a déjà été donné? La pièce est devenue silencieuse. Le sourire de Victoria a vacillé. Qu'est-ce que tu veux dire? Je veux dire, ai-je dit en gardant une voix neutre, que papa a été très généreux avec toi au fil des ans, Victoria. L'acompte pour la maison, la voiture, le mariage, les urgences. Mon père a bougé sur sa chaise. Cela n'est pas pertinent, pour cette discussion. C'est absolument pertinent. Vous me demandez d'assumer la majorité des soins. Victoria dit qu'elle n'a pas les moyens d'aider, mais personne n'a parlé des raisons pour lesquelles elle n'en a pas les moyens. À l'écran, l'expression de Victoria s'est durcie. Es-tu sérieusement en train de parler d'argent en ce moment? Maman vient d'être opérée. Je ne parle pas d'argent. Je parle d'équité. L'équité? Elle a ri, mais c'était un rire sec. Tu veux parler d'équité? C'est moi qui ai dû faire face à toutes leurs attentes, à la pression, alors que tu as pu vivre sous le radar. Sous le radar? J'ai laissé la phrase en suspens. C'est ça que tu appelles cumuler 2 emplois pendant mes études d'infirmière? C'est ça que tu appelles payer moi-même tout ce dont j'avais besoin? Tante Linda avait l'air mal à l'aise. Peut-être devrions-nous. Non. Je me suis tourné, pour faire face directement à l'écran vidéo. Victoria, où est la maison? Celle pour laquelle maman et papa ont mis 50 000 € d'acompte? Le silence. Tu l'as vendue, ai-je dit. Il y a 3 ans. Ce ne sont pas tes affaires, sa voix commençait à monter. C'est devenu mes affaires, quand tu as dit que tu ne pouvais pas aider. Rachel Smith a regardé entre moi et l'écran, puis mes parents. Je pense qu'il est important que tout le monde comprenne la situation dans son ensemble, ici. Les mains de ma mère se sont crispées sur ses genoux. Mon père a fixé la table. Et sur l'écran, quelque chose a traversé le visage de Victoria. Pas de la culpabilité. Pas de la honte. De la peur. J'ai fouillé dans mon sac. Il y a quelque chose que je pense que tout le monde devrait voir. J'ai sorti un dossier, et je l'ai posé sur la table. J'ai trouvé ça à la maison, ai-je dit, quand je cherchais les papiers d'assurance de maman. La tête de ma mère s'est relevée. Pour la première fois depuis le début de la réunion, elle m'a regardé directement. C'est l'écriture de maman. J'ai ouvert le dossier, pour révéler des pages photocopiées. Elle a tenu des registres de chaque don financier fait à ses enfants, et ce, depuis 1985. J'ai passé une copie à Rachel Smith. Ses sourcils se sont haussés, alors qu'elle parcourait les pages. Qu'est-ce que c'est que ça, a exigé Victoria, depuis l'écran. Qu'est-ce que tu leur montres? J'ai commencé à lire à haute voix. Ma voix était ferme. Je m'y étais préparé. Victoria. Frais de scolarité, 40 000 €. Voiture de remise des diplômes, 12 000 €. Mariage, 85 000 €. Acompte pour la maison, 50 000 €. Entre 1989 et l'année dernière, divers prêts d'urgence, totalisant 155 000 €. Les chiffres ont rempli la pièce, comme des pierres tombant dans l'eau. Au total, ai-je dit, sur 40 ans, Victoria a reçu environ 342 000 €. Tante Margaret a eu un petit hoquet de surprise à l'écran. La main de tante Linda a couvert sa bouche. Et qu'est-ce que ça dit pour vous, a demandé doucement Rachel. Je me suis tourné vers ma section. Une demi-page. 7 400 €. Au total. Victoria secouait la tête. Ce sont des mensonges. Maman ne ferait jamais. J'ai écrit ça, Victoria. Toutes les têtes se sont tournées vers ma mère. Sa voix était faible, tremblante, mais claire. J'ai tout écrit. Chaque centime. Chaque date. Elle a regardé la caméra, où le visage de Victoria était devenu pâle. C'est totalement vrai. Mon père regardait les papiers, comme s'il les voyait pour la première fois. Peut-être que c'était le cas. Peut-être qu'il avait laissé ma mère s'occuper des détails, tout en se convainquant que tout était équitable.
La honte sur son visage m'a prouvé qu'il ne pouvait plus se cacher des mathématiques. Personne ne le pouvait. C'est complètement fou, la voix de Victoria est devenue plus aiguë. Tu tenais un livre de comptes? Comme si nous étions des comptes à équilibrer. Ma mère a tressailli, mais n'a pas détourné le regard de l'écran. Cet argent était pour des urgences, a continué Victoria, pour des opportunités. Tu n'en as jamais eu besoin, Tori. Tu t'en es toujours très bien sortie, toute seule. Je m'en suis bien sortie, parce que je n'avais pas le choix. Tu as choisi cette vie. Vraiment? J'ai gardé une voix basse, contrôlée. Où m'a-t-elle été imposée? Rachel Smith prenait des notes, son stylo se déplaçant régulièrement sur son porte-bloc. Restons concentrés sur « a-t-elle commencé ?» Non. Victoria l'a coupé. Je veux savoir ce que Tori pense prouver. Quelle est la martyre? La sainte qui a souffert en silence? Je ne prouve rien. Je montre la vérité. La vérité, c'est que j'avais plus de potentiel. J'avais plus d'opportunités. C'est pour ça qu'ils ont investi en moi. Et comment ces investissements ont-ils payé, Victoria? Elle s'est figée. Tu as vendu la maison, ai-je dit. Celle qu'ils t'ont achetée. Tu l'as perdue. Je n'ai rien perdu. J'ai pris une décision financière. Tu as pris une décision, qui t'a laissé avec 89 000 € de dette de carte de crédit. Brandon a bougé mal à l'aise, derrière Victoria. Tante Linda a détourné le regard. Tu n'as aucun droit, a commencé Victoria. J'ai tous les droits. Tu dis à cette famille, que tu ne peux pas contribuer aux soins de nos parents. J'explique pourquoi. Je n'ai pas haussé la voix. Je n'en avais pas besoin. 342 000 €, et tu ne peux pas épargner 200 € par mois. Les yeux de Victoria ont brillé. L'espace d'un instant, elle a eu l'air jeune, perdue. Tu essaies de m'humilier. Non. J'ai secoué lentement la tête. J'essaie de dire la vérité. Pour la première fois en 30 ans, je dis juste la vérité. La pièce était silencieuse. Ma mère pleurait doucement. Et mon père. Mon père n'arrivait à regarder personne du tout. Rachel Smith a posé son stylo. Je pense que nous devons faire une pause, et reconnaître ce que nous avons entendu ici. Il y a clairement une histoire importante, qui affecte cette conversation. J'ai hoché la tête. Je n'essaie de punir personne. J'essaie d'être juste. Juste, a marmonné Victoria à l'écran. Oui. Juste. Je me suis tourné, pour faire face à toute la pièce. Laissez-moi vous dire ce que j'ai. J'ai énuméré les choses simplement. Sans fierté. Juste les faits. Marcus et moi sommes propriétaires de notre maison. Nous avons fini de payer l'hypothèque l'année dernière. Nous avons des économies pour la retraite, que nous avons accumulées sur 25 ans. J'ai 15 ans d'expérience en soins gériatriques. Je connais le système. Je connais les établissements. Je sais ce dont maman et papa ont réellement besoin. J'ai fait une pause. Je peux aider. J'ai les compétences, les ressources, et honnêtement, le cœur pour aider. Mais je ne le ferai plus, en tant que plan de secours invisible. Tante Margaret a pris la parole, la voix pleine d'émotion. Tori. Nous n'avions aucune idée que les choses étaient si inégales. Personne n'a jamais posé la question. Ces mots n'étaient pas accusateurs. Ils étaient simplement vrais. Mon père s'est raclé la gorge. Quand il a parlé, sa voix était rauque, brisée. Nous avons fait ce que nous pensions être le mieux. Victoria a toujours semblé avoir besoin de plus. Elle a eu besoin de plus, parce que vous lui avez appris qu'elle méritait plus. Je l'ai regardée, je l'ai vraiment regardée. Et vous m'avez appris à m'attendre à moins, alors j'ai appris à tout construire moi-même. Ma mère a tendu la main, et a serré celle de mon père. Ses lèvres tremblaient. Je suis désolé, a-t-elle chuchoté. Je pensais que Victoria en avait plus besoin. Je pensais que tu irais toujours bien. Je n'allais pas toujours bien, maman, ma voix s'est brisée pour la première fois. J'ai juste appris à ne pas demander. Le silence qui a suivi a ressemblé à quelque chose qui se brisait, et dans cette rupture, quelque chose a changé.
Je vous aime tous les deux, ai-je dit doucement. Mais aimer ne signifie pas que je doive m'effacer. Rachel Smith s'est penchée en avant, sa voix professionnellement calme. Je pense qu'il est clair qu'il y a beaucoup d'histoires ici, mais mon travail est de m'assurer que aimer Madame Young est un plan de sortie sécurisé. Elle a sorti une feuille imprimée, une liste d'options. Laissez-moi vous présenter ce que nous envisageons. Option 1. La famille prodigue les soins directement. Cela signifie que quelqu'un est présent 24h24 et 7h7 pour gérer les médicaments, les repas, la mobilité. Elle a regardé autour de la pièce. Personne ne s'est porté volontaire. Option 2. Une résidence assistée. Avec leurs besoins, vous envisagez entre 6 000 € et 10 000 € par mois. Mon père a inspiré brusquement. Option 3. Des soins à domicile avec des infirmières professionnelles, entre 4 000 € et 8 000 € par mois, selon les heures. Et leurs économies, a demandé Rachel, en me regardant, environ 130 000 €. Les options 2 ou 3 seraient donc viables, pour environ 12 à 18 mois. Après cela, une demande médicale devra être lancée. C'est tout un processus. Victoria a pris la parole, sa voix plus petite maintenant. Et qu'en est-il d'eux? Qu'en est-il de la maison où ils vivent actuellement? Pourrait-elle être vendue? Mon père a eu l'air d'avoir été giflé. Tu veux que nous vendions notre maison? Je pose juste la question des options. Cette maison est leur sécurité, ai-je dit. Leur foyer depuis 45 ans, l'endroit où ils nous ont élevés. Je sais ce que c'est, Tori. Alors tu sais que ce n'est pas un distributeur de billets. La mâchoire de Victoria s'est contractée. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Vraiment? J'ai gardé une voix égale. La différence entre nous, Victoria, c'est ceci. J'essaie de trouver comment les aider à garder ce qu'ils ont. Toi, tu calcules déjà ce qu'il reste à prendre. Brandon a posé sa main sur l'épaule de Victoria. Elle l'a repoussé. C'est injuste, a-t-elle dit. Tu me fais passer pour la méchante. Je ne te fais passer pour rien du tout. Je te demande d'être présente. À l'écran, Victoria a ouvert la bouche pour répondre. Et puis, elle a dit quelque chose qui a tout changé. D'accord, je dois faire une pause ici, parce que ce que Victoria a dit ensuite, je n'arrive toujours pas à croire qu'elle l'ait dit devant tout le monde. Avant de continuer, j'ai une question. Selon vous, qui devrait être responsable de s'occuper des parents vieillissants, l'enfant qui a tout reçu ou l'enfant qui a été autonome? Dites-le moi dans les commentaires, je veux vraiment connaître votre point de vue. Voici donc ce qu'elle a dit. Tu sais quoi? La voix de Victoria tremblait maintenant. D'accord. Tu veux jouer à ce jeu, Tori? Jouons. Elle s'est penchée vers sa caméra, le visage empourpré. Maman. Papa. Saviez-vous que Tori n'est pas venue à Thanksgiving l'année dernière? Ni à Noël? Elle s'éloigne de cette famille depuis des années. Elle appelle à peine. Elle rend visite à peine. Mes années. Elle appelle à peine, elle rend visite à peine. Mon père a froncé les sourcils. Ma mère avait l'air confuse. Ce n'est pas, ai-je commencé. Laisse-moi finir. Victoria a levé la main vers la caméra. Elle agit comme si elle était la fille dévouée, mais où était-elle pour les fêtes? Où était-elle quand je recevais, que je cuisinais, que je rendais tout parfait? J'ai attendu qu'elle ait terminé. Puis, j'ai parlé calmement. Je ne suis pas venu, parce que je n'étais pas invité. C'est ridicule. Tu as organisé les 2 fêtes chez toi. Je n'ai jamais reçu d'invitation. J'ai supposé que je n'étais pas la bienvenue. Victoria a bredouillé, bien sûr que tu étais la bienvenue. Tu as juste. En fait, l'a interrompu tante Margaret, le visage troublé à l'écran, je me souviens avoir posé des questions sur Tori à Thanksgiving. Victoria, tu as dit qu'elle faisait ses propres trucs cette année. La couleur a quitté le visage de Victoria. C'est. Tu te souviens mal. Non. La voix de tante Margaret était ferme. J'ai posé la question spécifiquement. J'ai trouvé étrange que Tori ne soit pas là. Ma mère s'est tournée pour regarder Victoria sur l'écran. Tu m'as dit que Tori était occupée. Tu as dit qu'elle devait travailler. Elle devait probablement travailler. Je ne travaillais pas.
J'ai gardé une voix stable. J'étais à la maison, attendant un appel qui n'est jamais venu. La pièce est restée silencieuse. Même Rachel avait arrêté d'écrire. Victoria avait essayé de me faire passer pour la fille absente. Au lieu de cela, elle a révélé que c'était elle, qui m'avait tenu à l'écart. Je n'ai pas eu besoin de l'accuser. Elle s'était accusée elle-même. La voix de Victoria affaiblit. Ce n'est pas comme ça que je m'en souviens. C'est comme ça que je m'en souviens, a dit doucement tante Margaret. C'est comme ça que je m'en souviens aussi. Je me suis levé, pas de façon dramatique, juste pour étirer mon dos, pour sentir mes propres pieds sur le sol. Voici ce que je suis prête à faire. Tout le monde m'a regardé. Victoria à l'écran. Mes parents. Rachel avec son porte-bloc. Marcus à mes côtés, solide et silencieux. Je vais aider à coordonner les soins de maman et papa. J'ai l'expertise. Je connais le système. Je peux le faire. Rachel a hoché la tête, en prenant une note. 2. Marcus et moi contribuerons à hauteur de 1 500 € par mois, pour les frais de soins. Mon père a levé les yeux brusquement. C'était de l'argent réel, de l'argent que j'offrais librement. 3. Je viendrai leur rendre visite 2 fois par semaine. Je gérerai leurs médicaments, et je serai la personne de contact pour les décisions médicales. J'ai laissé cela se décanter. Mais, le mot est resté suspendu en l'air. Je ne quitterai pas mon emploi. Je ne les installerai pas chez moi. Et je ne ferai pas semblant que c'est juste, si je suis la seule à contribuer. J'ai regardé directement l'écran. Victoria, cela signifie que tu dois trouver un moyen d'aider. Même si ce n'est que 200 € par mois, même si ce n'est que rendre visite 2 fois par an, tu dois être présente. Je ne peux pas. Tu as dépensé 89 000 € en carte de crédit. Tu peux trouver 200 € par mois. Ce n'est pas juste. Rien de tout cela ne l'a été. Mais nous en sommes là, a pris la parole Rachel Smith. Ces points semblent être une base de départ raisonnable, pour un plan de soins. Victoria, pouvez-vous vous engager à un quelconque niveau de contribution financière? Le silence s'est étiré. Brandon a chuchoté quelque chose à Victoria. Elle a secoué la tête, puis a soupiré lourdement. Je vais voir ce que je peux faire. Je ne demande pas que ce soit égal, ai-je dit. Je demande quelque chose, n'importe quoi. Parce que rien, ce n'est plus acceptable. Victoria n'a pas répondu, mais elle n'a pas non plus argumenté. Pour la première fois en 30 ans, elle n'avait rien à dire. Mon père a craqué le premier. Nous ne savions pas. Sa voix était rauque, à peine audible. Nous ne savions pas. Sa voix était rauque, à peine audible. Nous ne savions pas que c'était si inégal. Je l'ai regardé, cet homme qui avait passé toute ma vie à ne pas me voir. Si, tu le savais, papa. Maman a tout écrit. Les épaules de ma mère tremblaient. Des larmes coulaient sur ses joues, traçant des sillons à travers sa poudre. Je suis désolé. Les mots sont sortis de façon étranglée. Je pensais que Victoria en avait plus besoin. Elle luttait toujours, elle demandait toujours. Et tu étais si stable, Tori, si capable. Alors tu lui as tout donné, et tu m'as laissé construire ma propre vie toute seule. Je pensais que tu étais plus forte. J'ai dû être plus forte. Vous ne m'avez pas laissé le choix. Le silence qui a suivi était insoutenable. Mon père a regardé ses mains. Ma mère a pleuré. À l'écran, Victoria était devenue silencieuse, non pas par stratégie, mais à cause de quelque chose qui ressemblait presque à un état de choc. Alors c'est ça, a finalement dit Victoria, d'une petite voix. C'est moi la méchante maintenant? La mauvaise fille? J'ai secoué lentement la tête. Tu n'es pas une méchante, Victoria. Tu es ma sœur. Mais tu as passé 30 ans à être protégée des conséquences. Voici à quoi ressemblent les conséquences. Tante Linda a pris la parole doucement. Victoria, peut-être. Peut-être que Tori a un point de vue valable. Je n'ai pas besoin que tu la défendes. La voix de Brandon s'est fait entendre, calme et ferme. Victoria. Nous devrions en parler plus tard, à la maison. Victoria a détourné le regard de la caméra,
la mâchoire serrée. Ma mère a tendu la main et a pris la mienne. Ses doigts étaient froids, fragiles comme des os d'oiseau. Pardonne-moi, Tori. Je t'en prie. Je l'ai regardée. Cette femme qui avait compté chaque euro pendant 40 ans, mais qui n'avait jamais compté ce que cela me coûtait. Je t'aime, maman. Ma voix s'est brisée. J'avais juste besoin que tu me voies. Enfin. Elle a serré ma main et a hoché la tête. Je te vois, a-t-elle murmuré. Je te vois maintenant. L'appel vidéo s'est terminé brusquement. Le visage de Victoria a disparu de l'écran, sans un au revoir. La pièce a semblé plus vide après cela, creusée par tout ce qui avait été dit. Rachel Smith a rassemblé ses papiers, son calme professionnel toujours intact. J'enverrai à tout le monde un résumé de ce dont nous avons discuté aujourd'hui. Les contributions convenues, le plan de soins provisoires, les prochaines étapes. Elle s'est arrêtée à la porte. Les réunions de famille sont rarement faciles, mais celles qui sont honnêtes, ont tendance à mener à de meilleurs résultats. Elle m'a regardé. Vous avez bien géré cela, Madame Young. J'ai hoché la tête. Je n'avais pas l'impression d'avoir géré quoi que ce soit. Je me sentais écorchée vive. Le docteur Morrison a serré la main de mon père et est parti. Les fenêtres Zoom avec mes tantes se sont éteintes une à une. Tante Margaret avec un petit signe de la main. Tante Linda avec des larmes aux yeux. Ensuite, il n'y a plus eu que nous. Mes parents, Marcus, et moi. Mon père est resté immobile. Il n'avait pas parlé depuis sa tentative d'excuse. Harold, la voix de ma mère était douce, dit quelque chose. Il m'a regardé. Ses yeux étaient rouges. Je ne sais pas quoi dire. Tu n'as pas à dire quoi que ce soit pour le moment, papa. Marcus m'a aidé à rassembler nos affaires. Alors que nous nous dirigions vers la porte, mon téléphone a vibré. Un texto de tante Linda. Je n'avais aucune idée que les choses allaient si mal. Ton père et moi devons parler. Je suis fier de toi, Tori. Puis un autre, de tante Margaret. Victoria est contrariée, mais elle avait besoin d'entendre ça, nous en avions tous besoin. En 30 ans, personne dans ma famille élargie n'avait jamais dit être fier de moi. Marcus a passé son bras autour de mes épaules, alors que nous marchions vers la voiture. Tu n'as pas perdu ton sang-froid une seule fois, a-t-il dit. Je n'en ai pas eu besoin. Je me suis appuyé contre lui, épuisé. La vérité était suffisamment froide. Mais même en le disant, je savais que ce n'était pas fini. Les véritables répercussions ne faisaient que commencer. Une semaine après la réunion, les pièces ont commencé à se mettre en place. Ma mère a été transférée dans un centre de rééducation, un bon établissement, à 20 minutes de chez moi. Sa hanche guérissait. Les kinésithérapeutes étaient prudemment optimistes. Mon père est resté chez tante Linda temporairement. Sa maison avait une chambre d'amis au rez-de-chaussée, et elle a insisté. Harold a besoin de temps pour réfléchir, m'a-t-elle dit au téléphone, et honnêtement, moi aussi. J'ai passé des heures à me coordonner avec Diane, à faire des recherches sur les établissements, et à comparer les coûts. Nous avons trouvé une résidence avec service, qui pourrait accueillir mes deux parents à terme, un endroit avec une unité de soins pour la mémoire, au cas où le déclin cognitif de mon père progresserait. Le coût ? 7 200 € par mois. Je m'étais déjà engagé pour 1 500 €. Les économies de mes parents pouvaient couvrir 4 500 €. Cela laissait 1 200 €. Le jeudi, mon père m'a appelé. J'ai parlé à ta sœur. Et elle enverra de l'argent chaque mois. 1 200 €. Il a fait une pause. Elle n'a pas voulu parler longtemps. Mais elle a accepté. 1 200 €. Pas grand-chose, compte tenu de tout. Mais 1 200 € de plus que ce à quoi je m'attendais. Et les visites ? Elle a dit qu'elle essaierait. Essayer. Ce n'était pas une promesse, ce n'était pas des excuses, mais c'était quelque chose. Papa, je me suis préparé. J'ai besoin de savoir quelque chose. N'as-tu vraiment pas vu, à quel point les choses étaient inégales ? Le silence au bout du fil. Puis. Je me suis dit que c'était différent. Victoria a eu des opportunités. Tu as eu.
Il s'est arrêté. Et a recommencé. Je ne t'ai pas vu, Tori. Pendant toutes ces années. Je ne me suis pas permis de te voir. Pourquoi pas? Parce que si je te voyais, je devrais voir ce que j'avais fait, et je n'étais pas prêt. Es-tu prêt maintenant? Sa voix s'est brisée. Je suis désolé. Je suis tellement désolé. 4 mots. 30 ans de retard, mais c'étaient les premiers vrais mots qu'il m'ait jamais adressés. 2 semaines après la réunion à l'hôpital, mon téléphone a vibré, avec une notification inattendue. Victoria. J'ai fixé son nom sur mon écran, pendant un long moment, avant d'ouvrir le message. J'envoie le premier paiement aujourd'hui, Brandon m'a aidé à mettre en place un plan pour gérer ma dette, je vais essayer. Je l'ai lu 3 fois, puis j'ai appelé Marcus dans la cuisine. Qu'est-ce que tu en penses? Je lui ai montré l'écran. Il l'a lu, le visage neutre. Qu'est-ce que tu veux dire? Je veux la croire. Alors, dis-lui ça. J'ai tapé lentement, effaçant et réécrivant 2 fois, avant de trouver quelque chose de vrai. Merci, Victoria, ça compte beaucoup, je sais que ce n'est pas facile. Sa réponse est arrivée rapidement. Ça ne l'est pas. Mais tu avais raison. Je ne peux pas continuer à fuir les choses. J'ai attendu. Les 3 petits points sont apparus, ont disparu, puis sont réapparus. Je ne sais pas comment être différente, mais j'essaie. Pas d'excuses. Pas encore. Peut-être jamais. Mais une reconnaissance, une vraie reconnaissance, c'était plus que ce que j'avais eu depuis des décennies. J'ai tapé, peut-être pourrions-nous rendre visite à maman ensemble, le mois prochain? La pause avant sa réponse s'est étirée, au point que j'ai cru qu'elle ne répondrait pas. Peut-être. Laisse-moi régler certaines choses d'abord. Ce n'était pas une réconciliation. Ce n'était pas le pardon. C'étaient 2 sœurs, essayant de trouver un nouveau langage, après 30 ans passés à parler des langues différentes. Marcus a regardé l'échange, par-dessus mon épaule. Un progrès? Peut-être. Ou peut-être qu'elle est juste fatiguée de se battre. Ça pourrait être les 2. J'ai posé mon téléphone. Par la fenêtre de la cuisine, le soleil se couchait, l'orange et le rose se fondant dans le violet. Victoria pourrait ne jamais vraiment changer. Elle pourrait ne jamais s'excuser. Mais elle avait répondu présente. Financièrement, du moins. Et pour l'instant, c'était plus que ce que je n'avais jamais eu en 30 ans. C'était un début. C'était déjà ça. 1 mois après la réunion à l'hôpital, j'ai rendu visite à ma mère, seule. Elle avait été transférée dans la résidence assistée, dans une chambre calme, avec une fenêtre donnant sur un jardin. Sa hanche guérissait bien. Certains jours, son esprit était vif. D'autres, elle s'égarait. Aujourd'hui était un bon jour. Je l'ai trouvée assise près de la fenêtre, regardant les oiseaux sur une mangeoire, à l'extérieur. Quand je suis entré, elle s'est tournée et a souri. Tori, assieds-toi avec moi. J'ai approché une chaise, et j'ai pris sa main. Pendant un moment, nous n'avons pas parlé. Le silence n'était pas inconfortable, il était juste plein de tout ce que nous avions dit, et de tout ce que nous n'avions pas dit. Ton père m'a montré le carnet à nouveau, a-t-elle fini par dire. Tous mes chiffres. Je sais, maman. J'ai toujours su qu'ils étaient inégaux. Je savais ce que j'écrivais. Elle m'a regardé, les yeux plus clairs que je ne les avais vus depuis des semaines. Je ne me suis juste pas permis de voir ce qu'ils signifiaient. Pourquoi pas? Elle est restée silencieuse pendant un moment, rassemblant ses pensées. Victoria était comme le feu. Vive, exigeante, et toujours affamée. J'avais peur que, si je ne la nourrissais pas, elle ne s'éteigne. Qu'elle ne disparaisse. Elle a serré ma main. Et toi, tu étais comme l'eau. Constante. Patiente. Je pensais que tu irais toujours bien. Je n'allais pas toujours bien, maman. Je le sais maintenant. Sa voix a baissé. Je sais. Alors pourquoi n'as-tu jamais? Parce qu'il était plus facile de croire que tu n'avais pas besoin de moi. Parce qu'avoir besoin de moi aurait signifié que j'avais échoué avec toi. Des larmes se sont accumulées dans ses yeux. Et j'avais échoué, je n'arrivais juste pas à l'admettre.
Je n'ai pas dit que c'était pas grave. Ça ne l'était pas. Mais je me suis penché en avant, et j'ai embrassé son front. Je t'aime, maman. Je t'aime aussi. Elle a tenu mon visage, entre ses mains fines. Pardonne-moi. Je t'en prie. J'essaie, ai-je dit honnêtement. J'essaie vraiment. C'était tout ce que je pouvais lui donner. Pour le moment, c'était suffisant. 6 mois ont passé. La vie n'est pas devenue parfaite. Elle est devenue gérable. Et parfois, c'est suffisant. Mes parents se sont installés dans la résidence assistée, partageant une suite de 2 chambres. La hanche de ma mère a complètement guéri. Le déclin cognitif de mon père a progressé lentement. Il a eu de bons et de mauvais jours, mais surtout de bons jours. Ils avaient des infirmières, des activités, des personnes de leur âge à qui parler. Victoria a envoyé de l'argent chaque mois. Pas une seule fois, elle n'a manqué un paiement. Elle est venue leur rendre visite 2 fois, au cours de ces 6 mois. Des visites courtes, gênantes et prudentes, mais elle est venue. Elle s'est assise avec nos parents. Elle a posé des questions sur leur santé. Elle ne s'est pas excusée auprès de moi. J'ai arrêté d'attendre. Notre relation n'était pas chaleureuse. Nous ne nous appelions pas, juste pour discuter. Mais quand nous parlions, c'était courtois, parfois même gentil. Nous apprenions à être sœurs à nouveau, d'une manière limitée. Mon père a demandé à me parler, un après-midi. Nous étions assis dans le jardin de l'établissement, regardant les nuages se déplacer, dans le ciel bleu. J'ai réfléchi, a-t-il dit lentement, à ce que j'ai fait, et pourquoi je l'ai fait. Et je pensais que subvenir aux besoins de Victoria, c'était investir dans l'avenir de la famille. Elle avait le diplôme, les ambitions. Je pensais qu'elle réussirait, et qu'elle prendrait soin de nous tous. Il a secoué la tête. J'investissais tout dans une seule action, et je laissais l'autre avec rien. Intéressante métaphore, papa. Il a presque souri. L'idée de ta mère. Elle est plus perspicace qu'elle n'en a l'air. Nous sommes restés assis en silence, pendant un moment. Tu t'es avéré être le meilleur investissement, a-t-il dit doucement. J'étais juste trop aveugle, pour le voir. Ce n'était pas une excuse parfaite. Mais c'était honnête. Et de la part de mon père, l'honnêteté était assez rare, pour ressembler à une grâce. Merci, papa. Il a hoché la tête. Nous avons regardé les nuages. Certaines choses ne peuvent pas être réparées, mais certaines choses peuvent encore grandir. Fin de l'été, une douce soirée. Marcus et moi étions assis sur notre porche arrière, regardant les lucioles clignoter, à travers le jardin. La maison était calme. Notre fille avait appelé plus tôt. Elle allait bien, et s'épanouissait dans son travail, à l'autre bout du pays. Marcus avait fait griller des steaks. J'avais préparé la recette de salade de pommes de terre de ma mère. Tu es différente, tu sais, a dit Marcus après un moment. Différente en bien ou différente en mal? Plus légère. Il a tendu la main et a pris la mienne. Comme si tu avais enfin déposé quelque chose de lourd. J'y ai réfléchi. Pendant 30 ans, j'avais porté une question. Pourquoi ne suis-je pas assez bien? Je ne me la posais plus. Non pas parce que j'avais trouvé une réponse, mais parce que la question avait cessé d'avoir de l'importance. Je pense que j'ai enfin arrêté d'essayer de prouver quoi que ce soit, ai-je dit. Il était temps. J'ai ri, un vrai rire qui m'a surprise moi-même. Nous sommes restés assis, dans un silence confortable. Les lucioles dérivaient, les étoiles apparaissaient, une par une. Marcus? Merci de ne jamais m'avoir fait sentir que j'avais besoin de te prouver quoi que ce soit. Il a serré ma main. Tu n'as jamais eu à le faire. J'ai toujours su qui tu étais. Même quand moi je ne le savais pas? Surtout dans ces moments-là. Je me suis appuyé sur son épaule. Cet homme qui m'avait aimé discrètement pendant 25 ans, qui ne m'avait jamais demandé de me faire plus petite, qui avait tenu ma main pendant les réunions à l'hôpital, les révélations familiales, et tout ce qui a suivi. Il m'a appris quelque chose que mes parents ne m'avaient jamais appris, qu'être aimé, ne devrait pas ressembler à une audition. Je suis reconnaissante, ai-je dit, pour ça, pour nous. Moi aussi. Nous n'avions pas besoin d'en dire plus.
Les lucioles l'ont fait pour nous, de petites lumières dans l'obscurité, stables et persistantes. Comme l'eau, avait dit ma mère. Constante. Patiente. Peut-être que ce n'était pas une si mauvaise chose à être, après tout. En y repensant aujourd'hui, je peux voir ce que j'ai appris. Il aura fallu 30 ans de silence, et une réunion à l'hôpital, pour comprendre ces vérités. Poser des limites n'est pas un rejet. C'est de l'autopréservation. J'ai passé des décennies à dire oui, à des personnes qui ne m'ont jamais demandé ce dont j'avais besoin. Apprendre à dire, pas comme ça, n'était pas de la cruauté. C'était de la clarté. La vérité peut blesser sur le moment, mais le silence blesse toute une vie. J'aurais pu garder ce carnet pour moi. J'aurais pu ravaler mes mots lors de la réunion de famille, comme je les avais ravalés pendant des années. Mais chaque fois que je suis restée silencieuse, j'ai perdu une partie de moi-même. Prendre la parole était terrifiant. Mais c'était aussi le seul moyen de me libérer. Vous n'avez besoin des excuses de personne, pour commencer à guérir. Victoria ne s'est pas excusée. Elle ne s'excusera peut-être jamais. Pendant longtemps, j'ai pensé que j'avais besoin de ces mots, pour aller de l'avant. Mais j'avais tort. Ces excuses concernent sa conscience. Ma guérison concerne ma vie. Les deux n'ont pas besoin d'être liés. J'ai de nouvelles règles maintenant, de nouvelles limites. Elles ne sont pas compliquées. J'aiderai ma famille, mais je ne me sacrifierai pas. Je dirai la vérité, même quand c'est inconfortable. Je n'accepterai pas d'être invisible, juste pour me sentir accepté. Victoria ne changera peut-être jamais vraiment. Mes parents ne vivront peut-être pas assez longtemps, pour réparer tout ce qui a été brisé. Mais moi, j'ai changé. Je me vois clairement maintenant. Je connais ma valeur. Non pas parce que quelqu'un l'a enfin reconnue, mais parce que j'ai arrêté d'attendre la permission de la revendiquer. Celle sur qui on peut compter, m'appelait mon père. La fille pratique. Celle qui ne se plaint pas. Il le pensait, comme une description de quelqu'un de moindre. Quelqu'un qui n'avait pas besoin d'attention ou d'investissement. Mais je connais la vérité maintenant. Être fiable n'est pas un prix de consolation. C'est un super pouvoir. Et j'ai enfin appris à m'en servir. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, si vous êtes encore là après avoir entendu mon histoire, je veux vous dire quelque chose. Vous n'avez pas besoin d'attendre 30 ans, pour être vu. Moi, je l'ai fait. J'ai attendu que mes parents me remarquent, qu'ils m'accordent de la valeur, qu'ils me choisissent, de la même façon qu'ils ont choisi ma sœur. J'ai attendu une reconnaissance qui n'est jamais venue, jusqu'à ce que j'arrête d'attendre, et que je commence à parler. Si vous vous reconnaissez dans mon histoire, si vous êtes celui qu'on a négligé, le plan de secours, l'enfant qui allait toujours bien parce que personne ne prenait la peine de vérifier, s'il vous plaît, écoutez-moi. Vous pouvez prendre la parole. Vous pouvez fixer des limites. Vous pouvez exiger l'équité, sans pour autant exiger la vengeance, et vous n'avez pas besoin de leurs excuses, pour commencer à guérir. Leurs excuses les concernent. Votre guérison vous concerne. Mon père m'a demandé une fois, il y a des années, pourquoi je n'étais pas devenu médecin, comme il avait espéré que Victoria le deviendrait. Je lui ai répondu, parce que j'ai choisi d'aider les gens à qui il reste du temps, au lieu d'impressionner des gens, qui n'ont jamais eu de temps pour moi. Il n'avait pas de réponse à l'époque, mais après tout ce qui s'est passé, après la réunion à l'hôpital, après que la vérité a éclaté, après 6 mois de reconstruction, il m'a dit quelque chose de différent. J'aurais dû être fier de toi depuis le début, a-t-il dit. J'aurais dû voir qui tu étais. Et puis il a écouté, il a vraiment écouté, pour la toute première fois. C'est ce que 47 secondes de silence sont finalement devenues. Une conversation. Une conversation imparfaite. Mais un début. J'avais l'habitude de penser, que mon histoire parlait du fait d'être invisible. Maintenant, je sais qu'elle parle de devenir visible. Pour moi-même d'abord. Pour tous les autres, ensuite. 47 secondes de silence ont changé ma vie. À quoi ressemblera votre moment de vérité? Quand allez-vous arrêter d'attendre, et commencer à parler? La réponse vous appartient. J'espère que vous la trouverez bientôt. Merci d'être resté avec moi, tout au long de cette histoire. Si une partie a résonné en vous, si vous vous êtes déjà senti invisible, négligé,
ou traité comme le plan de secours de la famille, s'il vous plaît, partagez votre expérience dans les commentaires. Je lis absolument chacun d'entre eux. Et si cette histoire vous a aidé, n'hésitez pas à aimer, vous abonner, et à regarder la vidéo dans la description. C'est une autre histoire, sur le fait de se lever et de se défendre, quand tout le monde s'attendait à ce que vous restiez silencieux. N'oubliez pas, vous méritez d'être plus que la simple option de secours de quelqu'un. Vous méritez d'être vu. Je vous retrouve dans la prochaine vidéo.